Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Le père de la saga Mad Max, président du jury au prochain festival de Cannes. À quel genre de palme d'or doit-on s'attendre de la part de George Miller? Réponse dans cette émission. Tu mâches pas du regard. Il fut le premier clown noir de l'histoire, Omar Sy et Chocolat dans le nouveau long métrage de Roche Dizem. Il y a de la folie. On le savait, génial, il était aussi mégalo et tyrannique. Steve Jobs, Danny Boyle revient sur la personnalité contradictoire du créateur d'Apple. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on va donc commencer avec le président du prochain festival de Cannes, George Miller, le père de Mad Max, mais aussi de Babe ou de Happy Feet. On peut parler d'une carrière éclectique pour le cinéaste australien. Oui, cinéaste australien de 70 ans, vous auriez même pu rajouter Les Sorcières This Week, un film de 87 qui est devenu culte, une comédie avec Jack Nicholson qui était bien entouré, Cher, Michel Pfeiffer ou encore Suzanne Sarandon. Oui, George Miller, c'est un cinéma qui mélange les genres, c'est un cinéaste qui aime les univers euphorisants, c'est déjanté, c'est excessif, mais dans le bon sens du terme. Politique d'une certaine manière aussi, bien sûr, George Miller, c'est Mad Max. Fury Road, le 4e volet de la saga, avait fait l'ouverture. Très réussi, Fury Road. Très réussi. Avait fait l'ouverture du dernier festival de Cannes, donc c'est presque une suite logique de le voir président cette année. À noter que le film est multi-nominé aux prochains Oscars et que cette nomination pourrait aider les votants à bien choisir au moment de choisir le meilleur film. Il y a 10 nominations, je crois, c'est ça. 10 nominations. Et c'est vrai que les blockbusters, en général, ils n'ont pas beaucoup de statuettes. Là, c'est un blockbuster et c'est en même temps un film d'auteur, donc ce serait vraiment formidable. Je parlais du mélange des genres. C'est un peu ce qu'il est rapproche d'une certaine manière des frères Cohen, les précédents présidents du Festival de Cannes. Je dirais que George Miller, c'est un peu un lointain, un oncle un peu lointain, mais qui ne partage pas avec eux le cynisme et parfois une espèce d'arrogance, qui parfois est un peu gonflant, excusez-moi l'expression, chez les frères Cohen. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir l'Australien aux commandes du navire amiral cannois. Ce sera évidemment en mai prochain sur la croisette. Et évidemment, on y sera. On va passer aux sorties de la semaine. On le surnommait Chocolat, le premier clown noir de France. Pour son 4e long métrage en tant que réalisateur, Roche Dizem s'inspire de la vie de Raphaël Padilla. Il a choisi Omar Sy pour incarner l'artiste trop longtemps oublié, de ses heures de gloire dans le Paris de la Belle Époque à sa fin miséreuse. Voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi. Quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, faut que tu la prennes, cette baffe, là, comme ça, là. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu mâches pas du regard. Voilà, pour être plus juste, ce film aurait pu s'appeler Chocolat et Foot It. Foot It du nom du clown blanc incarné par James Tyrrell dans le film, parce que c'est vraiment l'histoire d'un duo, c'est ça qui est intéressant dans le film, et surtout avec ce personnage incarné par James Tyrrell qui va révéler et sortir un peu Chocolat de sa caricature, même s'il y sera quand même, mais avant d'être ce Chocolat, il va être une espèce de sauvage, on est dans le Paris du 19e siècle, et c'est vraiment James Tyrrell, qui est un clown professionnel, qui va révéler au monde et à lui-même les talents insoupçonné donc de ce Raphaël Padilla. Voilà, alors, Roche Dizem, il ausculte ici donc ces rapports de domination, mais aussi d'amitié qui vont permettre de révéler, je le disais, une personnalité hors du commun. On va l'écouter, Roche Dizem. Il va nous parler justement de cette complicité, mais aussi du sujet, un des sujets de ce film, le racisme. Écoutez-le. Le regard de la société de l'époque sur l'homme noir était assez cynique, pour pas dire dégradant, voire humiliant. Et avec Foot It, son compère, je crois qu'à l'intérieur de ses numéros, il racontait ça. Le duo dominant-dominé était une satire de la société telle qu'elle était à l'époque.
Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que moi, j'ai bien aimé le film, mais quand j'écoute Roche Dizem, c'est pas du tout ce que j'ai vu. C'est-à-dire que pour moi, ces rapports de nomination, c'est justement ce qui se passe entre Footit et Chocolat. Leurs numéros sont pas du tout une satire. D'ailleurs, il s'en plaint régulièrement, Chocolat, dans le film. Il dit à Footit, j'en ai marre d'être celui sur lequel tu tapes. Oui, parce qu'on est quand même au 19e siècle, qu'il ne faut pas oublier que le professionnel, c'est Footit, il lui rappelle souvent. C'est un rapport de domination, mais qui n'est pas un rapport, on va dire, de racisme, mais c'est plutôt un rapport social. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'un des écueils du film serait pu de faire un film vraiment violent sur le racisme de l'époque. Or, il aurait été hors sujet, parce qu'on ne peut pas comparer le racisme aujourd'hui à celui d'hier. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est Footit, c'est un professionnel qui n'est pas assez reconnu, et bien sûr, l'arrivée de ce Chocolat va lui voler la vedette. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça devient une espèce de chose, de relation un petit peu trouble. Il ne va pas totalement au bout de son idée, je trouve. En tout cas, celle qu'il exprimait là, quand on l'a entendu. Alors, je partage quand même votre avis, et c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à Roche Dizem, metteur en scène. Il a fait des films Mauvaise foi, Omar m'a tué, sur le fameux procès, ou encore Bodybuilder. Il manque toujours une petite ampleur, il manque toujours un peu de complexité, de dépasser un petit peu son sujet. C'est un petit peu le bémol. Moi, je trouve comme qu'avec Chocolat, il progresse de film en film, et que Chocolat est pour l'instant son film le plus abouti. Et le film qui aurait pu être un biopic, une biographie filmée avec nombre de décors, reste resserré dans les confins de ce cirque. Et je trouve que ça donne une fièvre à ce film assez intéressante. C'est tout de même réussi. Donc, alors on va passer à un autre film inspiré de faits réels, Steve Jobs de l'anglais Danny Boyle, un portrait passionnant du cofondateur et ancien patron d'Apple, décédé, on le rappelle, il y a un peu plus de 4 ans. Oui, alors il existait déjà un film au cinéma sur Steve Jobs, ça s'appelait Jobs, c'était de Joshua Michael Stern avec Ashton Kutcher, et au vu du dit film, le film sur Jobs restait donc à faire, mais surtout comment le faire, parce que Steve Jobs est une personnalité multiple et très secrète. Et ben Danny Boyle, mais surtout le scénariste Aaron Sorkin ont opté pour un parti pris très fort. Le film se découpe en 3 moments clés de la vie de Steve Jobs: le lancement de 3 produits, le Macintosh et le Cool Next, on est au début des années 80, pour se terminer sur l'iMac en 98. Et à chaque fois, on est quelques minutes avant les fameuses keynotes, vous savez, ces conférences que Steve Jobs donnait pour présenter ses produits. Et on est justement dans les coulisses. Et alors, avant que Steve Jobs devienne showman, c'est surtout un père de famille. C'est la personnalité ratée, un peu ratée, bien sûr. Ça sera l'un des regrets de sa vie. Voilà, donc on montre des mots, mais surtout un ego surdimensionné. Regardez. What do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. Been worse than usual this morning. I didn't think that was possible. It's a system error. Fix it. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Voilà, avec toujours le super Michael Fassbender qui est encore une fois très très bon dans le film. Alors c'est vrai que visionnaire, créateur de génie, Steve Jobs était aussi un chef d'entreprise autoritaire voire tyrannique. C'est sur ce côté sombre que le film de Danny Boyle s'arrête. Écoutez-le. Il est plein de contradictions. Il veut donner le pouvoir au monde entier grâce à ses produits, mais dans le même temps, il veut garder un contrôle total sur ces machines. Le contrôle fait partie de lui. Voilà, là on voit Danny Boyle. À la base, c'était David Fincher qui devait réaliser et faire encore une association avec le scénariste dont je parlais tout à l'heure, Aaron Sorkin. Ils avaient fait ensemble The Social Network. Il y a des similitudes d'ailleurs dans les deux films. Parce que c'est un style, c'est d'abord un film de scénariste, j'ai envie de dire. Le style Sorkin, c'est des dialogues, des palanquets de dialogues et surtout un rythme, un phrasé particulier. Mais pourtant c'est haletant, c'est ça. C'est haletant, c'est très cinématographique comme langage et ça oblige le cinéaste et les acteurs à épouser les formes et le rythme de cette musicalité dans l'écriture. Voilà, ça en fait un très 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 grand film. Très très réussi. Alors on va finir avec un film qui confirme que l'animation n'est pas réservée aux plus petits. Anomalisa, alors ça sonne évidemment comme anomalie,
Et pour cause, il sort de l'esprit, on peut dire un peu loufoque, en tout cas certainement décalé, d'un certain Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, dans la peau de John Malkovich, c'est lui qui l'avait écrit. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, réalisateur aussi. Il a co-réalisé avec Duke Johnson. C'est un film d'animation très artisanal, avec des marionnettes. En gros, l'histoire d'un homme, un quinquagénaire pas très rayonnant, qui débarque dans un hôtel de Cincinnati pour donner une conférence. Il est seul, un peu dépressif. Il va rencontrer l'amour, aux surprises. Autour de lui, tout le monde semble comme des fantômes jusqu'à l'apparition de cette femme. C'est assez dépressif. On pense même presque à un roman de Houellebecq. Ça n'en demeure pas moins très lumineux. Et c'est aux Oscars. Oui, c'est aux Oscars, justement. Ça veut dire que c'est si réussi que ça. Oui, moi, je lui donne d'ores et déjà la statuette. Bien sûr, tout le monde va dire vice-versa. Vice-versa, c'est lumineux, c'est rayonnant. Mais ça, c'est peut-être sombre, mais c'est très intéressant. Bon, merci beaucoup, Thomas, d'être venu nous donner votre avis. À la semaine prochaine, évidemment. C'est la fin de cette émission 100% cinéma. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter, donc, avec le coup de cœur de Thomas Borez et des images de Anomalisa, de Charlie Kaufman et Duke Johnson. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. What is it to be human? What is it to ache? What is it to be alive? Each person you speak to has had a day. Some of the days have been good, some bad. Each person you speak to has had a childhood. Each has a body. Each body has aches. Look for what is special about each individual. Focus on that.